situation qui semble juste incroyable quand même. Ah bah oui, là c'est quand même assez spécifique. Le point, c'est qu'on a, depuis la crise sanitaire, on a de plus en plus de déséquilibrés, de tarés dans ce pays. Ils restent minoritaires, mais il y en a quand même de plus en plus. Et ces tarés-là le sont encore plus qu'avant la crise sanitaire, dans la mesure où le confinement a accentué les problèmes psychologiques très forts. La question qu'on doit se poser, premièrement, c'est est-ce qu'on change de politique en termes de prévention et en termes de psychiatrie pour évaluer une grande partie de la population qui est déséquilibrée, qui ne devrait pas être en liberté, qui devrait être à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne comme ça, est-ce que vous pouvez être dehors? La deuxième question, c'est comment on fait en termes de politique pénale pour faire en sorte que ces personnes-là soient à l'extérieur, en réinsertion ou pas, soit à l'intérieur d'une prison. Je pense que lorsque vous tirez sur quelqu'un et que uniquement parce que vous avez marre d'attendre qu'un éboueur prenne son temps, vous êtes dangereux pour la société. Et comme vous êtes dangereux pour la société, selon les principes de la justice, vous devrez être enfermé et non pas en liberté. Donc on attend du juge qu'il se saisisse pour mettre cette personne à l'intérieur d'une prison. Parce que si par cas elle sort, la prochaine fois, ce sera quoi? Si une grand-mère lui pique sa place pour se garer, qu'est-ce qu'il va faire? Si par La cas, même chose, sans doute. Exactement la même chose. Donc cette personne ne peut pas être en liberté, doit être enfermée pour préserver notre société. Il faut davantage que la société se protège plutôt que pense à la réinsertion du potentiel délinquant ou criminel. Globalement, vous avez un premier phénomène, c'est que les corps se construisent souvent en opposition avec le continent et notamment avec Paris. C'est-à-dire que si vous êtes parisien, vous venez avec une voiture parisienne, c'est un peu compliqué pour vous. Et donc, ils ne veulent pas forcément ressembler à Paris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont corses, qu'il y a une très forte identité culturelle locale. Le deuxième point que moi je vois qui est je pense plus global, et notamment qui est raccroché avec les émeutes, c'est qu'il y a un changement de psychologie avec les émeutes qu'on a connues en 2005. Lorsque vous étiez en 2005, les habitants ne voulaient pas, voulaient que ça s'arrête, mais ne voulaient pas forcément que l'État reprenne la main et le contrôle du territoire. Or, 15 ans après, enfin 18 ans après, pardon, et ben maintenant, la perception des habitants au niveau des quartiers a changé. C'est-à-dire que maintenant, les personnes sont prêtes à se défendre eux-mêmes, sont prêtes à se mobiliser pour reprendre en main leur quartier, pour reprendre en main leur territoire. On le voit à la fois en Corse, cette manifestation, mais également dans toutes les enquêtes d'opinion. Vous avez 70% des Français qui veulent que l'État soit beaucoup plus ferme sur les questions de sécurité, sur les questions migratoires, sur les questions de justice, etc. Donc moi, je pose cette question suivante. Si par cas, parce que vous ne pouvez pas faire comme la manifestation en Corse, en métropole, mais si par cas, sur les territoires nationaux, donc en métropole, pardon, dans les grandes banlieues de 9-3, etc., à Villeurbanne, à côté de Lyon, à Marseille, je pense que les habitants de quartier soutiendraient une action de l'État qui viserait à reprendre le contrôle du territoire. Seulement, ils ne sont pas en capacité de le faire eux-mêmes parce que si par cas ils se mobilisent eux, de toute façon, ils se font flinguer ou ils se font déloger rapidement. Alors que par contre, si l'État intervient, si Emmanuel Macron prend son courage à deux mains, je pense qu'il sera soutenu par la population locale. Et je cite un seul chiffre que je mets tout le temps en avant. François Hollande, le week-end des attentats du 13 novembre 2015, il a fait l'état d'urgence, il a saisi entre 5 000 et 8 000 armes à feu. Si Macron fait de même, il sera en capacité, après les émeutes, avoir le soutien de la population locale, avoir le soutien de l'ensemble de la population pour activer l'état d'urgence et reprendre le contrôle des territoires face à la loi des gangs, la loi des trafics et face à ces quartiers. Très rare et n'existe pas parce qu'on sait aussi que l'écho médiatique serait peut-être néant, voire négatif. Moi, je mettrais une différence entre ce qu'on appelle... Il y a deux clivages. Métropole, territoires ruraux, territoires périphériques. Et en plus, quand vous êtes cœur parisien et plus excentré, ce qu'on appelle la périphérie. C'est-à-dire que plus vous êtes proche de la périphérie, plus vous êtes proche des métropoles, plus l'impact des médias est important. C'est-à-dire que si par cas vous manifestez, je ne sais pas, pour Enzo, pour plus de sécurité, personne ne va aller manifester parce que sinon ils apparaîtront pour les nazis, tout simplement. Donc du coup, ça fait quand même assez peur et personne ne veut venir avec son enfant. Il y a une stigmatisation permanente. En plus, ça s'ajoute quand même à un autre point, c'est que des familles qui viennent manifester sont pris des gaz, etc. lors de la manif pour tous en 2012-2013. Donc ça n'incite pas à aller manifester pour ce type de sociologie de personnes qui veulent davantage d'ordre, davantage de sécurité. L'autre point que je vois qui est problématique, c'est que à la différence des territoires périphériques et surtout ruraux, c'est plutôt la population qui essaye de bouger et qui mettent la pression sur leurs élus du bas vers le haut. Quand plus vous êtes proche de la métropole, c'est rarement le cas. C'est plutôt le haut, donc les élites qui décident et qui emmènent le peuple. Je vais prendre un exemple sur la réforme des retraites. C'est les syndicats qui lancent un appel à mobilisation, c'est les partis politiques qui lancent un appel à mobilisation. Donc si vous voulez un phénomène équivalent en métropole, il faudrait que des partis politiques, des personnalités politiques, des grands leaders d'opinion puissent inciter à une mobilisation pour embarquer les gens derrière eux. Si par cas vous avez ce type d'initiative, vraisemblablement, vous aurez un appel. Je vais prendre un exemple. En 68, c'était pas un mouvement spontané en faveur du général de Gaulle. C'était organisé notamment par Charles Pasqua et toute la bande. Donc il faudra quelqu'un qui puisse initier ce type de mouvement. Moi, je pense qu'à la différence de ce qui s'est passé avant les émeutes, beaucoup de gens veulent une reprise de contrôle très forte. Et c'est pour ça que je pense qu'une partie du gouvernement est en décalage complexe qui se passe. Du coup, la cause. Non, la chose la plus intéressante, c'est la dernière phrase, c'est est-ce que Darmanin peut cautionner ça?
notamment s'il a des ambitions plus élevées. Le point, c'est que ce n'est pas une zone de non-droit, contrairement à ce qu'on dit. C'est une zone auquel c'est les caïds qui tiennent la zone, et ce n'est pas la loi de la République qui s'applique, c'est la loi des caïds, ceux qui décident qui rentrent, ceux qui décident qui vivent, ceux qui décident qui ont le droit de l'argent, qui ont le droit de vivre, qui ont le droit de progresser dans la vie, dont un écosystème qui est parallèle au nôtre. Le point que nous on a, et historiquement on n'a jamais été pour ça, c'est qu'on a toujours fortifié le pouvoir central contre les baronnies locales ou les endroits qu'on voulait jouer plus malin que le pouvoir central. Si par cas on veut faire ça, et pour reprendre les 2 discussions précédentes, il faut mener d'une part une guerre contre les trafiquants de drogue et surtout donner des moyens exceptionnels aux policiers pour pouvoir reprendre la main. Le premier point, moi je pense qu'on n'a pas le choix, c'est activer l'état d'urgence qui permet des perquisitions administratives. Ça veut dire qu'actuellement, si par cas les policiers veulent intervenir sur le cas de trafiquants de drogue, ils ne peuvent pas intervenir selon des règles spécifiques. Il faut sonner chez eux à 6h du mat, il ne faut surtout pas les réveiller, il faut bien qu'ils soient bien allongés, qu'ils aient bien dormi le matin, ça c'est pas possible. Donc si vous faites des perquisitions administratives, vous pouvez reprendre le contrôle des quartiers. L'autre point ensuite, après, c'est de faire comme aux États-Unis, comme ils ont fait contre Pablo Escobar, mener une guerre contre les pays qui fournissent, donc du coup avec des sanctions économiques et diplomatiques contre tous les pays fournisseurs, et en plus mettre des systèmes de perquisition et de juridiction spécialisés, comme le disait Georges Fenech, avec la DEA, qui permettrait de donner des moyens exceptionnels à la justice et à la police pour démanteler tous les trafiquants de drogue, tous les points, puis ensuite après reconstruire toutes les cités et tout casser. Ah oui, moi je suis parfaitement d'accord avec elle. Moi je les appelle pas les écologistes, je les appelle les écrologistes. Les escrologistes, sont des escrocs de premier plan. C'est-à-dire qu'en fait ils ont trouvé une cause magnifique qui rassemblait tout le monde, mais ils s'en foutent de l'écologie. Quand vous regardez les discours de Sandrine Rousseau ou des maires écologiques qui ont été élus, vous les entendez jamais parler d'écologie, de nucléaire, de comment faire pour faire la transition énergétique. Mais beaucoup de sapins de Noël, par contre. Mais ils parlent de sapins de Noël, de Tour de France, de barbecue, de masculinité toxique, et de toilettes non genrées, etc., ou de défilés nudistes, ou je sais pas quoi. Mais en clair, la question qui est posée aux écologistes, c'est si vous voulez faire de l'écologie, il faut véritablement faire de l'écologie et non plus faire ce qu'on appelle l'écologie punitive. On est quand même dans un esprit, dans une société, ça fera le lien avec le sujet suivant, auquel on est empreint de liberté. Chacun veut vivre sa propre liberté, chacun veut emprunter son propre chemin. Et donc vous voulez attirer des gens en les punissant, en les obligeant de faire quelque chose, alors que tout le monde a d'avoir un esprit libre. Je ne pense pas que ce soit en punissant, en entravant qu'on permettra à tout le monde de s'éveiller à la cause écologique. Je pense que c'est un contre-productif et qui desserve leur cause. Ça, genre passer au français, même si forcément c'est un exercice très codifié, c'est pas un discours politique général, évidemment. Bien sûr. Après, il a donné quelques messages. Le premier message, c'est qu'en gros, il faut faire l'union sans les extrêmes, à peu près, enfin, notamment sans l'extrême gauche et sans l'extrême droite. C'est à peu près comme ça qu'il conçoit l'union et qu'il conçoit ce qu'il appelle le sens du sacrifice autour d'objectifs et d'un idéal commun. Ce que je vois aussi de ce qu'il a mentionné, c'est à peu près le sens du sacrifice avec l'esprit de l'étrange défaite. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y avait un certain esprit en France, avec, je pense notamment en visant les extrêmes, qu'il y avait des gens qui misaient sur la défaite de la France. Or, la France fait face à certains défis, notamment des extérieurs avec la guerre en Ukraine et sur le plan interne également, et un ensemble de crises qui fait qu'elle doit s'unir autour, je suppose derrière lui, pour accomplir un objectif qui est supérieur. Là où moi je vois un point qui est difficile pour le président de la République, c'est qu'on est quand même à son 7e discours, 6e, 7e discours. Et la question qui se pose en fait à l'ensemble de ces discours, c'est que si vous prenez morceau par morceau, il y a des éléments qui sont très intéressants, qui rappellent l'histoire de France, et il a une capacité à faire appel à certains éléments de l'histoire et même à les ramener sur les éléments actuels. Le problème, c'est la continuité de sa politique mémorielle. C'est-à-dire quel récit national Emmanuel Macron veut vendre. Lorsqu'il avait commencé, je crois, en 2017, il avait parlé des Gaulois réfractaires pour dire qu'il y avait des gens qui bloquaient en interne et qu'il fallait dépasser ça pour accomplir des grandes transformations et l'amener vers le nouveau monde. Là, maintenant, il parle davantage des racines de ce qu'on appelle la France éternelle et de la France gaulienne, sans pour autant mettre en cohérence avec ses actes passés, ni avec sa politique intérieure, ni sa politique extérieure. Parce que sur la politique intérieure, De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, il rassemble tout le monde. Qu'importe les clivages politiques, il rassemble tout le monde derrière lui. Et sur le plan extérieur, il avait une certaine ligne politique qui n'est pas forcément la même que celle du président de la République. Donc moi, la question que je pose, c'est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais surtout la continuité de la politique mémorielle. Est-ce qu'il arrive enfin à construire un récit national qui est compatible à la fois avec sa ligne politique, mais également avec l'histoire qu'il veut écrire de son mandat et l'histoire de France? Est-ce qu'on pouvait, les amis et les comptes, on peut peut-être les régler en privé, puisque évidemment tout le monde a le numéro de tout le monde, c'est ce qu'on a compris. Le pire, c'est que ça n'aura quasiment aucune conséquence. C'est-à-dire que, en fait, si par cas ils ont un intérêt électoral de s'unir pour la prochaine présidentielle, ils s'uniront. Comme l'a rappelé Geoffroy, en fait, c'est paradoxal, mais aux élections européennes, ils ont plus intérêt à partir séparés parce qu'ils feraient 5 ou 6 sièges de plus qu'à partir ensemble auxquels ils en auraient beaucoup moins. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une alliance électorale. Moi, je pense que le sujet essentiel qui leur est posé, c'est la question de la doctrine et de la ligne politique qu'ils veulent mener pour l'élection de 2027. Et actuellement, la gauche est complètement perdue. Historiquement, quand vous regardez, il y a 2 grands courants de gauche. Il y a le courant de gauche qu'on appelle révolutionnaire depuis la séparation au Congrès de Tours et la gauche dite social-démocrate. Sur l'ensemble de ces grands sujets, ils ne sont pas d'accord. Sur la question de l'universalisme, qui a toujours
regrouper la gauche, mettre en place l'universalisme. C'est comme ça que vient le projet révolutionnaire et le projet républicain. Ils ne sont pas d'accord, le projet de Jules Ferry, etc. sur l'école. Ils ne sont pas d'accord parce que les socialistes classiques veulent une Europe, comme les Europe Écologie Verts théoriquement, et Jean-Luc Mélenchon est eurosceptique, voire anti-européen, comme une grande partie des LFI. Sur la question de la laïcité, et c'est quand même la gauche qui a créé la laïcité en 1905, eh ben, ils sont complètement pas d'accord. C'est-à-dire que la gauche social-démocrate classique veut le respect de la laïcité sous l'influence du Grand Orient de France, etc., alors que la gauche révolutionnaire n'en veut pas parce qu'ils veulent cibler l'électorat des quartiers, ils veulent faire une politique qui est communautaire. Et sur l'ensemble des questions, ils ne sont absolument pas d'accord. Par contre, il y a une chose que moi je vois, c'est qu'en fait, ils veulent se battre avant 2026-2027 pour savoir qui sera le plus fort, qui mènera la tête de liste. Et en fait, c'est une bataille ouverte au lieu d'avoir, comme ce qui s'est passé entre le PC et François Mitterrand, c'est-à-dire qu'ils vont se battre pour savoir qui sera le plus fort des deux, et celui qui sera le plus fort des deux mènera la tête de liste pour savoir qui va les représenter. Et une fois que l'un des deux aura tué l'autre, eh ben, ils s'uniront tous ensemble pour sauver les mêmes tosses, pas partager les mêmes convictions, pas mener les mêmes lignes politiques, mais ils seront ensemble. On va